faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, je suis accompagné de Chris Singleton et Xavier Vaution, avec qui c'est une première discussion. Je suis honoré. Je t'en prie. Tout le plaisir est pour nous. Chris, on C'est se gratuit connaît. aujourd'hui. Donc. Le programme du jour est une nouvelle fois rythmé par l'actu que nous réserve la NBA. On reviendra sur les matchs de la nuit dernière avec les victoires à l'extérieur de Dallas et Cleveland. On parlera aussi des deux autres demi-finales avec à chaque fois un focus sur un joueur qui, pour le moment, est légèrement en deçà de ses standards. Dans cette liste, on retrouve notamment Nikola Jokic, surtout lorsqu'on se rappelle de ses performances en saison régulière, des performances qui l'ont mené tout droit à un troisième titre de MVP cette semaine. On en dira aussi quelques mots. Petit jingle et c'est parti. Il va shooter. C'est la grosse sensation de la nuit. Les Cavaliers de Donovan Mitchell sont allés surprendre les Celtics au TD Garden pour prendre l'avantage du terrain. Spida est sur une autre planète depuis le début de cette série, ce que l'on peut reprocher à Jason Tatum, qui, on peut le dire, est encore loin de son niveau ultra régnant. Le All-Star est en panne d'adresse, 40% au shoot, 26% à 3 points. Les Celtics ont démontré qu'ils pouvaient rayonner sans leur star, mais est-ce que cela est tenable sur la durée selon vous ? Alors je rigole parce qu'il faut toujours que ce soit Tatum qu'on prenne plein la gueule. C'est vrai. Il y a 12 joueurs, mais ce sera toujours pour la gueule de Tatum quand ils perdent. Je trouve qu'on est très dur avec Jason Tatum. S'il est moins bon, c'est peut-être parce que justement les défenses adverses sont ultra focus sur Jason Tatum. Commencer par Max Strus qui a été très bon hier soir. J'ai vu un copier-coller du match contre Miami, du match 2 contre Miami. C'était exactement la même chose. Il n'y a pas de sonnette d'alarme, pas du tout. On les connaît, les Celtics. Maintenant, il y a tellement de choses à dire. Donovan Mitchell nous a bien eu, Christophe. Hein. Oh, bien T'as sûr, vu Il nous a bien eu. Hein. Ouais. Ouais, il faut que je prenne plus de shoot, etc. Tu parles. C'était exactement l'inverse pas qu'il l'a vraiment fait, mais en tout cas, ils ont joué très intelligemment, collectivement. Ils ont tout foutu dedans. Et en face, ils n'ont rien foutu dedans. À partir de là, de toute façon, quand t'as pas d'adresse, t'as pas d'adresse. Je l'écoute Cleveland. Voilà, en gros. Ouais, j'ai dit heureusement que je n'ai pas médecin, parce que les pronostics d'hier étaient tout à côté, le patient est mort. Non, mais c'est exactement ça. Le match des Celtics, c'était encore une fois joué sur la ligne de 3 points, où en troisième quart-temps, Cleveland prend feu. Boston, oui, effectivement, on parle de Tatum, mais tu as un Derek White, un sur 9 ou 10 à 3 points, tu as Jaylen Brown qui met tout à côté. Il n'y a pas Porzingis pour défendre le cerf, parce que le joueur qu'on n'a pas parlé, oui, Donovan Mitchell, effectivement, moi je trouve qu'il a fait un très bon match. Ah oui, ça c'est sûr. Contrairement à d'autres que j'ai vus de lui, il a distribué le ballon, il avait vraiment une présence qui donnait confiance à ses coéquipiers. Toutes ses actions étaient bien choisies. Strus était là, il était en confiance, mais le joueur, pour moi, qui a vraiment impacté, c'est Mobley. Oui. Il a détruit les Celtics dans leur raquette. Et ça, on n'avait pas vu. Jusqu'à maintenant, on pensait que les Celtics ne pouvaient pas être manœuvrés comme ça. Mais c'est le cas et ça va lui donner confiance pour la suite. Mais à aucun moment, je doute que cette équipe de Celtics va réagir. Parce qu'ils ont trop d'armes. Tatum, effectivement, il ne fait pas un gros match. Mais qui a fait un gros match il y en a Pritchard. Moi, je le trouvais très bon. Très bon hier soir, le petit pipi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, il n'y a pas de panique. Ils ont un effectif qui va leur permettre de rebondir. Pourquoi on voit Boston comme ça tu parlais du match 2 aussi contre Miami. C'est quoi ? C'est un petit peu de laisser aller, C'est que historiquement, sur l'histoire récente, Boston n'est pas une bonne équipe à domicile. 15 victoires, 15 défaites. En play-off. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. C'est passé, je sais pas, il y a peut-être un petit relâchement. Ils ont gagné tellement facilement le premier que
que tu te relâches, et puis en face, tu as les ajustements intelligents qui sont faits. Précédents. Il y a des précédents, une équipe qui était capable de perdre contre les Lakers sans LeBron James, sans Anthony Davis, et eux au complet. Donc, de temps en temps, ils balancent une mauvaise saucisse comme ça, mais ils sont capables. Voilà. Mais bon, globalement, quand tu vois le nombre de matchs qu'ils ont gagnés, le nombre de matchs qu'ils ont gagnés à domicile en saison régulière, t'es pas inquiet. Je ciblais Tatum justement, mais est-ce que c'est pas aussi à l'image de ça, voilà, il sait ce qui leur attend, ce qui les attend, et que il s'énerve pas, il prend le temps et il fait jouer aussi les autres. Je pense que c'est aussi sa grande force. Mais peut-être parce qu'il n'a pas d'autres possibilités non plus. Moi, j'ai trouvé que ça défendait très bien sur lui, que Miami défendait très bien sur lui, donc il est difficile pour lui de se mettre vraiment en avant. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, véritablement, dans le match. Un peu sans réaction, certes, mais comme tous les autres. Jaylen Brown passe à travers les gouttes, alors qu'il n'a pas non plus fait un bon... Mais de toute façon, globalement, voilà... C'est collectif, quoi. C'est complètement collectif, et puis parce que Cleveland quand même, rendons-leur un petit peu de mérite, a super bien joué. C'est l'équipe de Cleveland qu'on voulait voir, c'était cette équipe-là hier soir. Donc maintenant, attention, il y a 2 matchs à jouer à Cleveland. Il n'y aura toujours pas Porzingis. Jarrett Allen Jones, c'est pas ce qu'il devient. C'est du day-to-day à chaque fois. Oui, mais c'est finalement, il est toujours pas là. On sait que Tatum, de toute façon, il n'a pas de marge de manœuvre. On l'a vu l'année dernière, ils n'ont pas gagné, c'était sa faute, parce qu'il n'arrivait pas à se mettre au niveau au moment. Cette année, tout le monde le regarde, malgré le fait que je trouve que les Celtics sont beaucoup plus forts que l'année dernière. Ils n'ont pas besoin d'un Tatum qui prend tout sur le dos. Effectivement, chaque fois qu'il va faire une mauvaise prestation, on va sortir ses stats en disant, regarde, il n'a pas fait ça. Mais ce n'est pas du tout le cas. Jaylen Brown est aussi important. Et si Derrick White a eu cette passe de 5, 6, 7 matchs de grande réussite, c'est parce que les défenses étaient axées sur Tatum et Brown. Donc, non, c'est pas... Là, ils ont laissé ouvert à Horford, qui a tout foutu à côté. Incroyable. C'est rare de le voir jouer comme ça à côté. Exactement. Bon, on suivra ça. Match 3 dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. Les matchs 3 sont toujours importants, donc on verra justement si Tatum se réveille aussi. Thunder Mavericks, c'était l'autre rencontre de la soirée, et Dallas et Doncic ont remis les pendules à l'heure ce jeudi dans l'Oklahoma. Les Mavericks sont à égalité et reprennent l'avantage du terrain, et on sera heureux de retrouver le match 3 sur beIN Sport à 21h30 ce samedi soir. Un bel horaire pour un très beau match. Et côté Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander répond présent pour le moment, c'est un peu plus compliqué pour Josh Giddey. Alors, c'est pas forcément le joueur qu'on attend le plus. J'ai voulu l'anglais. T'as tout à fait raison. Il nous a habitués à mieux, en tout cas. Si chaque pièce, tout est construit assez minutieusement, et que s'il y en a un qui se rate, l'équipe est en danger. Et là, Josh Giddey, waouh, benché en deuxième mi-temps, de toute façon. Ouais. Il revient un petit peu après, en sortie de banc ce coup-ci. Mais c'est très rare de voir un starter benché pour démarrer le troisième quart-temps. Non, il est passé complètement à côté. Et on peut cibler maintenant les petits manques qu'il peut y avoir à OKC. Le poste 3, c'est un poil compliqué tout de même dans cette série. Ouais, il y a beaucoup moins de marge. Dallas OKC, c'est pour ça, moi, surpris, non. Non, c'est possible. Que les Cavs battent les Celtics, je suis énormément surpris, je tombe de ma chaise. Mais cette série-là est vraiment ça joue sur très peu de choses. Et ça joue hier sur l'apport des joueurs comme Washington, bien sûr, Hardaway. Tout d'un coup, Dallas a eu un support offensif autre que Doncic et Kyrie Irving qui met que 9 points. Et tu dis, s'il met que 9 points, il ne peut pas gagner le match. Doncic met la plupart de ses points la première mi-temps. Et ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il faut une prestation défensive digne de ce nom-là. OKC, normalement, chez eux, c'est 100 points assurés. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, c'est PJ Washington qui a mis les points de Kyrie Irving à 3 points. Parce il a vraiment enchaîné. Ces joueurs-là, ils profitent justement du focus défensif sur Kyrie Irving et de Doncic. Ils ont besoin de ces joueurs-là. Hardaway, c'est pareil. Quand les Dallas est bon, souvent... c'est Hardaway qui était bon en sortant du banc. Mais là, il était mis au placard un peu. C'était un bon move de Jason Kidd parce qu'il sait que sur le long terme,
il va avoir besoin des matchs comme ça. Et il va avoir besoin d'autres joueurs que Doncic et Kyrie Irving. Beaucoup de bons moves de Jason Kidd hier soir. Oui. Mettre sur le banc Doncic au moment où il met plus Oui. rien dedans, puis de toute façon on voit qu'il est touché un petit peu partout. Et c'est le moment où Dallas refait l'écart, alors qu'ils menaient de 14, ils se sont fait rattraper, ils refont un écart. Quand Doncic est sur le banc, parce que PJ Washington, parce que Irving est en distributeur, c'est vrai qu'il a pas scoré, mais en tout cas il était partout, parce que Daniel Gafford Et on se passe, Kyrie Irving. Quand même. Exactement, Voilà. c'est ça. Et il a mené le jeu. Ça a été très très bien. J'ai eu un peu de frustration, mais à l'arrivée, ça gagne et ça gagne bien. Le seul truc qui m'embête pour Dallas, moi je pense que Dallas est au-dessus, globalement dans la confrontation. Même si OKC c'est mes chouchous, je pense que Dallas doit passer. Le problème, ça va être l'enchaînement des matchs. L'état de santé d'Irving, de Doncic, pardon, m'inquiète grandement. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Mais imaginons, il passe OKC, ce qui n'est pas du tout fait. Derrière, il va falloir jouer soit Minnesota, soit Denver, en jouant tous les 2 jours, en finale de conf, contre des gars... Il faut voir quand même, si c'est Minnesota, on connaît leur défense. Et... Je suis plutôt serein pour Minnesota aujourd'hui, vous voyez. Ouais. Mais il faut regarder sur OKC. Pour Giddey, il a joué 11 minutes. De toute façon. C'est son premier playoff. Pour pas mal de joueurs à OKC, c'est leur premier playoff. Exactement. Moi, l'avantage aujourd'hui, ce qu'il peut avoir Dallas, non seulement c'est d'avoir du talent, mais aussi l'expérience. Ces joueurs-là, ils savent gérer les off-days, ils savent se préparer pour des matchs. C'est pas forcément leur entraînement et tout ça, c'est la concentration, c'est de prendre soin de son corps, c'est d'arriver à 100% physiquement bien. Et là, c'est pour ça que Dallas, aussi pareil, OKC, c'est frais, on a envie que ça se passe bien. Oui. Mais Dallas en face, surtout, ils vont aller 2 matchs à Dallas qui vont être très compliqués. Moi, je dirais que Dallas a repris un petit peu un léger avantage. Ils l'ont. C'est factuel, ils ont l'avantage. Ils ont gagné à l'extérieur. Mais voilà, je voulais aussi cibler Giddey, mais c'est de manière générale, c'est une équipe qui est très jeune et qui va peut-être buter aussi là-dessus face à une équipe qui a quand même un petit peu d'expérience. On verra ça. C'est à 21h30 samedi, en tout cas, pour suivre ce match. On passe aux Knicks Pacers, qui est aussi une très belle série. Et j'ai voulu cette fois-ci cibler. Alors vous m'en voudrez pas, hein, j'ai axé là-dessus. Je suis pas à la mitraillette non plus, mais voilà. Vas-y. En tout cas, le duo Haliburton-Siakam, si on devait peut-être retenir, parce que le banc des Pacers est pour l'instant très très bon, même si du coup Indiana perd 2-0 dans cette série. Haliburton-Siakam, est-ce qu'il y en a un peut-être selon vous qui vous déçoit plus que l'autre? Moi, en plus je l'adore et tout le monde le sait, c'est Haliburton. Haliburton en deuxième mi-temps du deuxième match, il n'existe pas. Elle n'existe pas. Et c'est tout le problème d'Indiana, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de solution. Ils n'ont pas vraiment de solution de secours pour aller chercher le match. Après, on va toujours nous parler de l'arbitrage, le ceci, le cela. Mais ce qu'a dit Haliburton, il a tout à fait raison. Ils se sont fait botter les fesses 2 fois par une équipe qui juge que la meilleure. Et que lui aussi, à commencer par lui, doit être meilleur. Siakam, effectivement, dans les moments vraiment clés, vraiment clutch, il faut tout à côté aussi. Haliburton démarre très bien le match 2 pour disparaître complètement en fin de match, au moment où on en a le plus besoin. Plus le match 1 où il passe complètement à côté complètement aussi. Très bien. Après, encore une fois, crédit à la défense. C'est des mecs, quand on voit le niveau de ces gens-là, s'ils passent à côté, c'est parce qu'ils ont eu un problème. Et le problème, ça vient souvent de la défense. Et le cœur et l'envie, je veux dire, tout est du côté des Knicks aujourd'hui. Maintenant, avec les blessures qui s'accumulent, Anunoby ne devra pas jouer demain soir. Brunson, c'est pas sûr. Là, ça commence à bien faire quand même pour les Knicks. C'est terrible. Donc, dos au mur, victoire impérative demain, ce soir, demain, ce soir, je sais plus. Ce soir. Oui, c'est ce soir. Oui. D'Indiana à domicile, je pense qu'ils vont aller chercher. Et le match 4 sera peut-être finalement le match pivot, on verra. Oui, chez les Pacers, effectivement... Haliburton m'a déçu aussi, dans le sens où il nous a montré des choses qui nous-mêmes, on a mis sur un petit peu plus haut, peut-être qu'il est aujourd'hui. Parce que pour moi, la preuve, il passe toujours par les playoffs. C'est là que tu acquis ton standing, c'est là qu'il faut être bon, c'est là qu'il faut être présent. Je trouve qu'il manque énormément d'aplomb physique. Il attaque moins de cercles qu'il était avant. On a l'impression qu'il est un peu hésitant
pour aller au cercle. Il balance beaucoup, il reste beaucoup sur le périphérique. Et donc, ça, c'est pas forcément on a besoin de lui. On a besoin qu'il crée de l'espace à l'intérieur. C'est depuis sa blessure, ça, Chris. Oui, c'est ça. Depuis qu'il est revenu de il y a blessure, on ne le peut-être un retrouve truc, pas. je ne sais pas du tout. Par contre, les fans des Knicks, ils se demandent effectivement comment il va arriver au finish line parce qu'ils sont pratiquement à genoux. Moi, je le compare à un meuble Ikea. Ça a l'air beau comme ça, mais on sait que ça va tomber. Non, ils sont. Je suis émerveillé par cette équipe de Knicks. Justement, à Liberton, il manque un peu de Brunson. On voit vraiment le chien, le Doberman, pour aller chercher des choses. Je ne sais pas comment ils vont arriver, mais on ne s'en doute pas qu'ils vont tout faire pour. Josh Hart qui joue 48 minutes. DiVincenzo qui est énorme. On pense il ne va pas jouer le match 3. Non. Donc, Brunson qui est un peu amoché. Donc, moi j'ai dit, quand tu regardes dans les gradins, il y a Ewing, il y a Starks, il y a Melo, il faut signer des 10 days. Comme ça, il peut finir la saison. Il y a Stoudemire aussi qui est là à l'intérieur. Oui. Non, mais c'est marrant parce qu'il y en a toujours un qui passe travers les gouttes. Là, en ce moment, c'est Miles Turner. Qui est un facteur nul dans la série pour l'instant, alors que justement il devrait avoir une position, mais il devrait être dominant dans cette série. Et à l'arrivée, c'est Hartenstein qui est en train de nous faire un truc mais démentiel. Quand on voit d'où il vient, quand on voit ce qu'il fait, c'est démentiel. Et on peut être qu'admiratif de ce que font les Knicks. On sent que le deuxième intérieur, c'est le Precious. Donc, c'est ça. C'est pour ça que pour revenir à Siakam aussi, il a de la place. C'était les clés pour les Pacers. Si Miles Turner était bon, normalement, il devrait dominer pour changer son standing à lui, qui fait une très très bonne saison. Mais encore une fois, la validation, c'est les playoffs. Et on oublie aussi le forfait de Mitchell Robinson qui est complètement out jusqu'à la fin. Donc la raquette est quand même bien décimée du côté de New York. On passe à la dernière demi-finale qui est peut-être celle qui est la plus attendue, celle entre les Nuggets et les Timberwolves. Et pour l'instant, c'est un naufrage. Je pense que le mot est assez fort. En titre. Mais ça s'explique. Ça s'explique. Et ça s'explique notamment par les performances de Nikola Jokic qui reste au niveau du scoring forcément à peu près bonne, quoique un petit peu en dessous, surtout par rapport à sa saison régulière. Qu'est-ce qu'il faut penser du triple MVP qui a donc été élu quand même cette semaine? Alors, je remets juste un truc dans son contexte. Les Nuggets sont menés 2-0 parce que Minnesota est une meilleure équipe. Toujours. Commencez par là. Parce que la défense de Minnesota est une défense exceptionnelle. Cette équipe, personne ne l'a vraiment vu venir parce qu'on ne la connaissait pas l'année dernière. Ils n'ont jamais joué ensemble. Maintenant qu'ils sont tous ensemble, on voit que c'est une équipe qui a tout ce qu'il faut pour aller au bout. Et aussi parce qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur pour empêcher Jokic d'être bon. Jokic a dit après le premier match, pour que ça se passe mieux pour nous, il faudrait me dupliquer. Il faudrait qu'on soit deux comme moi. Ben voilà, il a tout dit. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour empêcher Jokic d'être bon. C'est fort ça comme phrase quand même. Parce que souvent on dit qui pourra arrêter Jokic. Et là, il faudra un deuxième Jokic. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais quand tu lui mets Rudy sur la tronche, t'enchaînes par Naz Reid, tu peux lui mettre Cat Towns, tu peux lui mettre McDaniels qui va essayer de le gêner un peu plus loin. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont armés, les Timberwolves. On l'imaginait déjà un petit peu la saison dernière, au tout début de saison dernière, quand Rudy est arrivé, on a vu le truc se mettre en place. On dit, si ça marche, ça peut être pas mal. Et blessure, on n'a rien vu d'eux parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Là, cette année, c'est très très fort. Ils auraient très bien pu faire une meilleure saison régulière si Towns n'avait pas été blessé pendant 2 mois. Il serait peut-être eux qui auraient fini premier. À l'arrivée, son premier ex-aequo. Donc, je ne suis pas plus surpris que ça. On n'arrête pas de dire depuis le début de saison qu'on a le sentiment que les Nuggets sont moins bons que l'année dernière. Un peu moins bons. Toujours dans la course au titre, bien sûr, mais un peu moins bons. De là à ce que ça fasse 2-0 après 2 matchs à Denver, là, je ne te cache pas ma surprise, clairement. Mais j'étais sûr que Minnesota en prendrait un. Mais je pensais vraiment que Denver réagirait au match 2 et ça semble très compliqué. Donc, si Jokic n'est pas dominant, régnant dans la série, c'est juste parce qu'en face, il y a une équipe qui est parfaite pour empêcher les Nuggets d'être bons. Voilà. Et comme ils ont empêché beaucoup de monde d'être bons cette année, les Wolves. Oui, tout à fait. Bon, pour moi, la seule différence, Jokic, de toute façon, il met ses points, il prend ses rebonds. Et qu'est-ce qui est en haut, c'est ses paires de balles.
Et ça, parce qu'il est malaxé un peu par 3 intérieurs, bon, juste 2. Parce qu'il essaye peut-être des choses qu'il n'aurait pas fait. Il y a beaucoup plus de pression. Moi, j'ai pas vu une défense comme ça depuis la grande époque des Warriors. Une défense qui étouffe, qui est sous les lignes de passe, parce que ça commence devant. On parle des 3 intérieurs là qui les font bien, mais ça commence devant avec Walker, McDaniel, c'est des joueurs qui défoncent, Mike Conley qui est intelligent, mais par contre à l'intérieur c'est vrai. Et non seulement tu as 2 intérieurs qui défendent très très bien, mais qui courent et qui marquent des points et qui attaquent Jokic, Naz Reid et Kat Towns. Ils ont peur de rien. Et effectivement, moi aujourd'hui, Minnesota est la meilleure équipe. On a vu ça. De toute façon, leur sérieux, on a vu quand vous étiez le mois d'août. Je ne sais pas où c'était. C'était en octobre, mais c'était à Abu Dhabi. Voilà, exactement. On les a vus concentrés, sérieux, avec un objectif. Donc, et puis, le côté de Denver, impossible pour Denver de gagner des matchs avec Jamal Murray, parce qu'on parle de Jokic, mais le problème aujourd'hui, c'est pas Jokic, c'est Jamal Murray. Ah, c'est plus Murray. Bien sûr que oui. Le 1-2 punch, il n'y avait que le one. Hein, et le tout était en train de jeter des serviettes, des heating pads. Au moins, il a touché quelque chose. Mais si Murray n'est pas bon, Denver, pour moi, n'a aucune chance. Aucune chance. Et il n'est pas à 100% physiquement. Plus oui, ça aussi, oui. Possible. Son mêlé le gêne vraiment. Est-ce qu'on peut quand même imaginer un réveil de Denver c'est pas possible autrement, même à l'extérieur. On reste sur un 2-0 Minnesota. C'est très difficile d'imaginer. Après, quand on réagit à chaud, non, tu ne peux pas imaginer une seule seconde que Denver va passer. Match clé demain soir 21 demain soir oui c'est ça. C'est ça. Demain soir 21h30 ou je sais pas quoi, enfin bref. Oui, c'est dans ces eaux-là. Non, ça c'est OK si demain. Non, c'est ce soir le match. À 3h30. Exactement. C'est le match clé absolu de la série, parce qu'on sait très bien que si Minnesota est à 3-0, ce sera à 99,9% de chance terminé. Je dis pas 100% parce qu'un jour ça arrivera. Mais là ils sont sur une telle ils surfent sur une telle vague que je vois pas comment Minnesota peut pas être en finale de conf. On va pas reprendre la phrase de Rudy T. C'est jamais sous le cœur d'un champion. Mais effectivement, tant qu'ils sont champions, Minnesota est dans un territoire qu'ils connaissent pas. Les Nuggets le connaissent. Ouais. Donc, à partir de là, moi, je mets beaucoup de positivité dans une équipe comme ça. Déjà, eux, dans leur tête, c'est très simple. Ils font gagner 1. Attendre le moment de panique de Minnesota, peut-être offensivement, peut-être qu'ils ne vont pas être à droit. Et c'est là les Nuggets à ce moment-là, parce que je ne pense pas que Jamal Murray va rester à ce niveau-là. Je pense qu'il est prêt à nous péter un match. Jokic, il sera toujours pareil. Porter à côté, Porter Junior à côté. L'histoire du banc, effectivement, ils ont échangé un banc avec expérience pour un banc des jeunes. Watson et Brown, c'est un peu tendre, c'est pas... Voilà, donc... mais bon, ça dépendra pour moi par les joueurs de corps à Denver qui sont champions et ils refusent de lâcher leur titre. Bon, on suivra ça et ce sera bien à 3h30 du matin sur beIN 2. Et pour le Knicks Pacers, c'est à 1h du matin sur beIN 1. Voilà, je voulais quand même, juste, on a quelques minutes encore, revenir quand même sur Jokic et le côté positif, son troisième titre de MVP. Ça commence à peser quand on regarde un peu la liste historique des multiples MVP. Il a rejoint Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson quand même. Moi, ma question, c'était jusqu'où peut-il aller ? Pour rappel, est-ce que je vous rappelle juste avant ? 4, c'est LeBron James et Chamberlain. 5, Jordan et Russell. Et puis Abdul-Jabbar, on est à 6. Jusqu'où il peut aller, je sais pas, et je pense qu'il s'en fout. Oui, on l'a bien vu. Lui, ce qui l'intéresse, la seule année où il n'a pas été MVP, c'est l'année où il gagne le titre, quand même. Donc, s'il est MVP cette année, c'est pas bon si. Je sais pas où il peut aller. En fait, moi j'ai hâte. Non, j'ai vraiment pas hâte parce que je veux qu'il joue encore assez longtemps. Mais faut pas croire. Je pense vraiment qu'il va pas rester très longtemps dans la ligue encore. Dès qu'il va se sentir un tout petit peu sur le déclin, il arrêtera. Il a envie d'autre chose pour la suite. Il sait très bien ce qu'il va faire. Et on verra à quel point il aura marqué la ligue. C'est un joueur qui a inventé un nouveau style. Le point center, moi jusque-là, j'avais jamais vu ça. En tout cas, à ce niveau-là, jamais. Un pivot qui est capable de faire, d'être aussi
aussi important, aussi impactant dans une équipe, c'est complètement fou. On n'a jamais vu ça avant, tout simplement. Donc, la trace qu'il laissera dans l'histoire, elle sera surtout liée, plus qu'à ses titres de MVP, à ses titres de champion NBA, je pense. S'il arrive à aller en chercher encore un ou deux, Là, on parlera ce serait, là, tu le mets dans un, évidemment, le fame évidemment, mais bien plus haut que ça dans l'histoire des meilleurs joueurs NBA de l'histoire. Ouais, oui, je pense qu'il va pas. C'est un joueur qui a énormément travaillé. Quand tu vois techniquement ce qu'il fait, on peut pas croire une seconde que ça tombe du ciel comme ça. C'est un joueur qui a travaillé beaucoup quand il était jeune. Il a été drafté très loin. 41e, je crois. 41e. C'est sa 7e ou Donc, 8e pas saison. Donc considéré, voilà, il n'est pas non plus pas arrivé considéré du tout, mais avec le travail, avec son esprit, son état d'esprit, sa dureté, il est arrivé à quand même être le meilleur joueur NBA aujourd'hui. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de discussion là-dessus. Le voting et tout ça, encore une fois, moi, j'avais un petit faiblesse pour Shea, évidemment. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, je le redis encore une fois, que si Embiid ne s'est pas blessé, il était parti lui aussi pour être un sérieux candidat. Donc, on sait que c'est les deux meilleurs postes 5 qui existent aujourd'hui. Donc, respect. Bah voilà. Midi 10, on avait dit. On avait un peu de retard, désolé. Et les ronds, c'est ça le métier. C'est un petit peu plus court que prévu, mais je pense qu'on a. C'est ma faute, je suis désolé, je n'aurais pas oublié de venir. C'est pas grave. On a dit tout ce C'est qu'on pas grave, avait à c'est dire. le même prix. Et puis il y en a encore pour 45 minutes dans NBA Extra, Voilà. comme tous les jours. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse bien noter ce podcast comme d'habitude, le commenter, et on vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. My goodness.